Bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance du programme d'histoire de la classe de 4e de la séquence 5 consacrée à la Révolution française et l'Europe, le rendez-vous manqué 1792-1815. Après avoir planté le décor spatio-temporel lors des séances précédentes et d'avoir arrimé notre séquence au continent européen et aux années 1792-1815, nous allons aujourd'hui aborder les enjeux de notre séquence à travers l'angle de l'histoire des arts et à travers un tableau parmi les plus célèbres. Il s'appelle El 13 de Mayo ou le 13 de Mayo, le 3 de mai, et il va nous permettre de célébrer l'éveil du sentiment national en Europe. Et notre problématique, notre questionnement, si vous préférez, du jour sera la suivante ou le suivant. Comment le peintre Goya a-t-il représenté la répression du soulèvement madrilène contre l'occupation française et ce faisant, comment a-t-il rendu un vibrant hommage à l'éveil du sentiment national espagnol? Suspense. Alors le tableau, le voici. Et peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont en train de se dire « mais ce tableau, je l'ai déjà vu ». Ou mieux encore, ah mais on l'a déjà étudié en espagnol avec notre professeur. C'est bien possible, parce qu'il s'agit là d'un monument de la peinture espagnole du XIXe siècle. Dieu sait si l'Espagne n'a pas été avare en peintres de talent. Et Francisco Goya fait partie de cette impressionnante liste de peintres espagnols qui ont laissé leur nom et leur œuvre à la postérité, au panthéon de l'art de l'humanité. Et ce tableau, comme vous pouvez le voir, il respire pas la joie de vivre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Le thème n'est pas très heureux puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que de la représentation d'un massacre. Et il va falloir, avant de se lancer dans l'interprétation de l'œuvre, il va falloir comprendre le contexte historique qui a donné naissance à ce tableau. Alors, pour mieux comprendre le contexte historique, il faut déjà revenir à la veille. Et la veille du 3 mai, ça n'aura échappé à personne, c'est le 2 mai. Le 2 mai, d'accord, mais de quelle année? Eh bien, le 2 mai 1808. Nous sommes à Madrid, nous sommes donc au cœur de la péninsule ibérique, et le 2 mai 1808, malheur aux Français, et oui, des Français se trouvent à Madrid, et malheur à eux, puisque les Français qui sont à Madrid le 2 mai 1808 sont impitoyablement pourchassés et massacrés par la population madrilène, ce que nous montre ce tableau dans cette mêlée furieuse intitulée El 2 de Mayo, le 2 mai. Autrement dit, le 3 mai n'est pas un tableau unique, isolé. Il fait partie d'un ensemble de 2 tableaux séparés. C'est assez rare pour être souligné, hein, c'est une particularité. 2 tableaux du même peintre, peints en même temps, en parallèle, si j'ose dire. Alors, pas à prendre au pied de la lettre, hein, Goya n'a pas peint avec la main droite le dos pendant qu'il peignait le tresse de la main gauche, hein, il les a peints séparément, mais ils font partie d'un même ensemble, puisque c'est le même peintre, c'est le même projet, et ils ont été réalisés tous les deux en 1814, c'est-à-dire quelques années après les événements auxquels le peintre a assisté.
Alors, ça fait une différence, par exemple, par rapport à un autre tableau que nous avons étudié ensemble il n'y a pas longtemps en EMC, La liberté guidant le peuple de Delacroix, où Delacroix, peintre romantique, comme Goya d'ailleurs, hein, avec 15 ans d'écart, avait peint l'événement auquel il avait assisté, comme Goya, mais Delacroix l'avait peint dans les jours, dans les semaines qui avaient suivi. C'est-à-dire qu'il avait peint La liberté guidant le peuple au cours de l'année 1830, à peu près au moment où s'était déroulé l'événement. Là, Goya va dépeindre, donc à froid, si j'ose dire, et non pas à chaud comme Delacroix. Il va peindre à froid des événements qui se sont déroulés 6 ans auparavant. Et si vous me demandez ce que viennent faire des Français en plein Madrid, en pleine année 1808 pour s'y faire massacrer, eh bien je vous répondrai que c'est une excellente question et je vous remercie de m'avoir posé. Et pour y répondre, il faut revenir à la carte pour avoir une vision d'ensemble. Cette carte de l'Europe sous domination française entre 1805 et 1812, qui nous permet de voir que le royaume d'Espagne est tombé sous la protection française, hein, c'est un État sous protectorat, c'est un État qui a été vassalisé, donc entendez par là que l'Espagne est sous étroit contrôle de Napoléon. Mais il a conservé son roi, Ferdinand d'Espagne, Ferdinand VII, jusqu'à ce que Napoléon décide, en cette année 1808, de remplacer Ferdinand VII, un roi faible et qui manque d'autorité, qui est contesté jusque dans son propre pays, par le fameux Joseph Bonaparte, celui qui coulait des jours heureux à Naples et qui se retrouve du jour au lendemain donc nommé roi d'Espagne. Bon. Et pourquoi? Tout simplement parce que Bonaparte a besoin de faire traverser à ses troupes l'Espagne. Le but n'est pas d'envahir l'Espagne, puisque l'Espagne est déjà un territoire sous contrôle, et ça suffit au bonheur Napoléon. Mais il faut que l'armée française traverse l'Espagne pour aller faire la guerre au Portugal, qui est un ennemi déclaré de la France, qui est un allié du Royaume-Uni, donc, par la même occasion, mais qui est un ennemi inaccessible parce qu'il n'est pas question d'attaquer le Portugal par la mer, la marine de guerre française n'en est pas capable, donc il faut passer par voie terrestre, et vous l'aurez compris, c'est implacable, raisonnement logique, de géographie. Pour attaquer le Portugal par voie terrestre, il faut passer par l'Espagne. Bon. Donc, voilà ce qui explique la présence de troupes françaises en Espagne. Elles n'envahissent pas l'Espagne, elles la traversent pour aller attaquer le Portugal. Bon, ce faisant, les troupes françaises se livrent quand même à quelques activités répréhensibles, classiques, vol, pillage, viol sur des Espagnols, des femmes espagnoles, etc. Ce qui, bien sûr, ne va pas augmenter la popularité des Français en Espagne. Bon. Mais pourquoi ce massacre de Français le 2 mai 1808? Eh bien, j'y viens. Le jour même, les Français sont rentrés dans le palais royal pour s'emparer du fils de Ferdinand, qui était resté à Madrid, qui n'est qu'un enfant. Et bien entendu, quand il voit arriver des soldats français qu'il ne connaît pas, qui ne parlent pas la même langue que lui et qui viennent pour s'emparer de lui, évidemment l'enfant crie, l'enfant pleure, l'enfant appelle au secours, il y a de quoi, comment dirais-je, serrer le cœur de tout Espagnol, et pas seulement que des Espagnols d'ailleurs, et ça va être le prétexte de la révolte. Bon, en réalité, ça c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres, mais la vraie raison c'est que les Espagnols ne supportent pas la présence de ces Français qui sont à leurs yeux des envahisseurs. Et en plus, les Français rajoutent l'affront à l'occupation en incorporant dans leurs troupes des Mamelouks. Les Mamelouks sont ces farouches guerriers
ces farouches cavaliers que Bonaparte avait combattus en Égypte, en 1796-1797, une dizaine d'années auparavant. Bonaparte avait été émerveillé par le courage de ces hommes. Il en avait tué beaucoup, mais pas tous. Les survivants, il les avait finalement intégrés, incorporés dans son armée. Et c'est ce qui explique la présence de ces guerriers au visage basané, vêtus à l'oriental, et pour cause, ce sont des orientaux. Euh, Ils sont égyptiens ou parfois turcs, ils portent le turban, les culottes bouffantes, ils sont armés du redoutable cimeterre qui fait voler une tête d'un seul coup, bien aiguisée. Et pour les Espagnols catholiques, n'oubliez jamais quand même qu'on est en terre de catholicité, où la religion est une chose extrêmement sérieuse, eh bien pour les Espagnols, ces mamelouks que leur imposent les Français, c'est insupportable, parce que les Espagnols ont mis des siècles à chasser les musulmans d'Espagne, la fameuse Reconquista qui s'est achevée en 1492, et voilà que Bonaparte, Napoléon Ier, réintroduit les musulmans en plein Madrid. Donc ça, c'est insupportable. Et donc on voit cette mêlée furieuse qui commence avec le tocsin lancé par tous les clochers des églises de Madrid, avec la complicité du clergé espagnol. Et ce tocsin qui résonne dans tout Madrid, c'est l'appel au meurtre, c'est l'appel au massacre. Et là, les Français vont se battre jusqu'au dernier, parce qu'il n'y aura de prisonniers ni dans un camp ni dans l'autre. Et comme je vous l'ai laissé entendre, Goya, c'est vraiment le peintre du regard, parce qu'on peut lire dans le regard de l'Espagnol qui tient le couteau, ou dans dans le regard du Mamelouk qui lui-même tient un couteau, on voit un mélange de haine, d'effroi, de rage. On y lit une gamme très large de sentiments humains qui nous rappellent que Goya est un peintre romantique, que les peintres romantiques sont les peintres de l'émotion, des sentiments humains affichés. C'est aussi le peintre romantique par excellence parce qu'il peint le mouvement. Et là, même si ce tableau est une image fixe, on imagine sans peine le mouvement, on imagine bien le cavalier mamelouk en train de chuter lourdement au sol. On voit bien le bras du mamelouk qui va s'abattre sur la tête de l'Espagnol. Donc c'est le peintre du mouvement. Et nous verrons aussi qu'en bon peintre romantique, Goya est aussi le peintre de la liberté. Mais ça, nous le verrons plus tard. Alors, après avoir dressé le contexte historique qui est absolument essentiel pour bien comprendre le tresse des maillots, eh bien, intéressons-nous maintenant à l'artiste et au tresse des maillots en lui-même. Alors, que faut-il retenir de Francisco de Goya, ou Francisco Goya, comme on peut l'appeler, les deux noms lui conviennent. Bon, outre le fait que c'est un artiste majeur, il a été très marqué par ses problèmes de santé qui en font un peintre torturé, un peintre sombre. C'est pas le peintre de la joie de vivre et de la gaudriole. Francisco Goya peint des tableaux qui sont assez dérangeants, qui d'ailleurs dérange les bonnes mœurs de l'époque, qui dérange l'Église catholique, qui n'aime pas Goya et qui le fait savoir au roi, puisque Goya est devenu peintre officiel du roi. C'est un peintre dont l'état de santé va aller en déclinant et dont la peinture va aller également, non pas en déclinant, mais en devenant toujours plus sombre et torturée. Bon. Il faut aussi retenir de Goya que, comme un Beethoven par exemple en Allemagne, ou même un Goethe, un grand écrivain allemand ou un grand compositeur allemand, cet homme de culture, Francisco Goya, est très francophile.
il parle très couramment le français. D'ailleurs, il finira sa vie en exil à Bordeaux, en France. Et non seulement il est de culture française, hein, dans la digne tradition des Lumières européennes du XVIIIe siècle, mais en plus, il est un partisan de la Révolution. Et c'est un paradoxe d'ailleurs pour Goya d'être à la fois un chaud partisan de la Révolution française et d'être aussi en même temps au service du monarque absolu Ferdinand d'Espagne. Bon, il y a comme ça des contradictions dans la vie. Ce qui lui a aussi valu des inimitiés jusque dans la cour d'Espagne, puisque Goya ne cachait pas ses sympathies pour la Révolution. Et c'est pour ça que ça va être un crève-cœur, un déchirement pour Goya, que de voir son rêve se briser sous ses yeux quand ces soldats français qu'il prenait pour des combattants de la liberté et de l'égalité, pour des libérateurs, quand il voit ces libérateurs massacrer sous ses yeux le peuple madrilène. Il est temps de remplir la petite fiche d'identité du tableau, hein, puisque je vous rappelle la démarche en histoire des arts. On commence d'abord par dresser l'identité de l'œuvre, puis on la décortique, on l'analyse, on l'interprète, on en décode les objectifs, et enfin on dresse des parallèles, des prolongements artistiques avec d'autres œuvres. Donc, je vous demande de prendre votre planche, la planche 3, et à l'aide de la petite fiche Wikipédia, eh bien, vous devez à peu près pouvoir tout compléter. Et ce qui vous manque, eh bien, notamment le commanditaire, je vous invite à faire une hypothèse. Et je vous donne rendez-vous pour le corriger. Mettez-moi sur pause le temps de bien faire l'exercice. Et pour la particularité du tableau, j'ai mis un indice sur la diapo. Je vous l'ai donné tout à l'heure, la particularité du tableau, mais au cas où vous l'auriez oublié, noyé dans le flot de mes paroles, regardez bien la diapo. Alors, le corrigé le suivant, donc le nom de l'œuvre c'est L13 des Maillots, le 3e jour du mois de mai, sous-entendu de l'année 1808, de Francisco Goya, peintre espagnol, qui a réalisé ce tableau en 1814. Donc c'est un tableau, une peinture si vous préférez, de genre romantique. La technique, bon, c'est comme habituellement à l'époque une peinture à l'huile, sur toile, avec des dimensions qui sont des dimensions respectables. Hein. C'est un tableau énorme, immense, à la hauteur du crime des Français, à la hauteur du courage des Espagnols. C'est pas un tableau qui tient dans la poche, hein, ou alors il faut une très très grande poche, puisqu'il fait, il fait presque 9 mètres carrés ce tableau. Et alors le commanditaire, eh ben, en fait il est double. Si vous avez choisi comme hypothèse Goya lui-même, ne rayez pas, ne gommez pas, vous avez raison. Francisco Goya a eu l'intention de peindre le tableau sans se soucier de lui trouver un acheteur, un peu comme Delacroix qui peint sa liberté guidant le peuple parce qu'il a envie de la peindre et il n'attend pas qu'un client lui passe commande. Mais il est vrai aussi qu'en 1814, l'Espagne ayant chassé les Français, l'Espagne s'apprêtant à retrouver son roi, en attendant que Ferdinand rentre de France, eh bien un conseil de régence s'est mis en place et c'est lui qui va passer commande de l'œuvre à Goya, œuvre qui est exposée aujourd'hui au musée du Prado à Madrid. Et alors la particularité du tableau, eh bien vous l'avez compris, c'est que le 13 des Maillots fait partie d'un ensemble composé de 2 tableaux de Goya, puisqu'il faut ajouter au 13 des Maillots le dos de mai, le dos de Maillot le 2 de mai.
Passons maintenant à la description du tableau, de l'œuvre. Et pour ce faire, on ne va pas changer la tradition. Je vous ai décortiqué le tableau dans une légende et il faut maintenant retrouver les éléments de la légende et les associer au cercle vierge que j'ai déposé sur le croquis du tableau. Et si vous êtes attentif, vous verrez qu'en apparence il y a un souci parce qu'il y a 9 numéros de légende à replacer, mais il y a 10 cercles. Alors ça pourrait faire partie de mes légendaires étourderies et erreurs, mais là c'est pas une étourderie, c'est pas une erreur. Si vous réfléchissez bien, vous allez comprendre pourquoi il y a 9 numéros et 10 cases à compléter. Mettez-moi sur pause, le temps de faire l'exercice. Tranquillement. Et ne trichez pas. Alors, à droite du tableau, les soldats de Napoléon Ier qui sont prêts à tirer et qui sont tellement pressés de tuer les Madrilènes qu'ils n'ont même pas déposé leur sac à dos pour le faire. Ce qui leur donne un peu d'ailleurs l'effet de personnages un peu bossus, et c'est certainement aussi voulu de la part de Goya. Disons que ça ne les met pas en valeur. En face, sur la gauche du tableau, les Madrilènes, les suppliciés, c'est-à-dire les martyrs, ceux qui vont mourir pour s'être révoltés la veille, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais le 3 mai, vous l'aurez compris, les Français prennent leur revanche sur les massacres de la veille. C'est-à-dire que Napoléon avait des troupes en dehors de Madrid, qui sont rentrées dans Madrid avec un ordre impitoyable, qui est le suivant: tout ce qui porte des armes, a porté des armes, porte des traces de combat, du sang par exemple sur les vêtements, des traces de blessures, des traces de poudre, des poudres à fusil, à pistolet, sur les mains, sur le visage, enfin bref, quiconque donne l'impression d'avoir participé au massacre de la veille doit être passé par les armes sans jugement, hommes, femmes, enfants, et même gens du clergé, puisque je vous le rappelle, l'Église catholique a donné le signal du massacre à coup de cloche, et que du coup, on ne fera pas pitié au personnel de Dieu. D'ailleurs, si vous regardez attentivement sur le tableau, l'un des personnages qui s'apprête à être fusillé est un moine, reconnaissable à sa tonsure et à sa robe de bure. Donc les Madrilènes fusillés à gauche, en 2 groupes, c'est ce qui explique qu'il y ait 2 fois le chiffre 4 à reporter, parce que les 2 groupes sont séparés par un homme seul sur lequel on reviendra, ce fameux Madrilène là, qui lève les bras et qui constitue le personnage central et le héros du tableau. Ensuite, on a donc ceux qui viennent d'être fusillés, qui sont morts, qui pataugent dans une mare de sang, hein, c'est les repères 3 et 7. Alors la mare de sang, d'ailleurs, c'est assez osé pour l'époque. C'est très vulgaire de représenter du sang, même d'ailleurs de représenter des cadavres. C'est pas très très à la mode, et ça fait encore une fois que Goya va être critiqué par ceux qui ne l'aiment pas, qui sont nombreux, et qui considèrent que ce peintre véritablement dévoie l'art en peignant des choses abominables et qui ne convient pas de peindre. Mais pour autant, c'est pour la bonne cause que Goya peint le sang et les cadavres, parce qu'il veut, vous l'aurez compris, dénoncer le crime de guerre des Français. Et pour dénoncer le crime, il faut le montrer. Et il faut le montrer dans sa crudité. On retrouve ces pauvres victimes qui sont littéralement plongées dans la nuit,
hein, avec un ciel sans étoiles. Les Français fusillent de nuit. Alors c'est moins commode, c'est ce qui explique pourquoi ils ont besoin d'ailleurs d'une lanterne posée à même le sol pour ne pas tirer en aveugle, hein. C'est pas très pratique pour fusiller des gens, mais ils fusillent de nuit parce que c'est quand même plus discret. Encore que quand on fusille des milliers de personnes, de toute façon en pleine ville, ça n'est pas très discret. En réalité, on fusille de nuit non pas pour cacher le crime aux survivants, mais c'est tout simplement parce que les Français, ils ont mis toute la journée à capturer les Madrilènes qu'ils vont fusiller la nuit même. Et il y a ce mur qui crée une ligne de force dans ce tableau, une sorte de diagonale, là, le repère 6, et qui montre que les Espagnols sont pris au piège. Dans la nasse, ils sont faits comme des rats, ils n'ont aucune échappatoire, aucune chance de s'enfuir. Et ça rappelle un peu ce sentiment d'enfermement qu'on retrouvait dans le tableau de Jacques-Louis David, La mort de Marat, hein, où vous avez Marat qui patauge dans le sang et dans sa baignoire, avec un effet de zoom sur le mur suintant d'humidité de la pièce, et qui, pour David, rappelait que il n'y a rien après la mort et qu'on étouffe, quoi. Il y a un sentiment d'enfermement. Et là, on la retrouve un peu à hauteur des fusillés dans le tableau de Goya. Alors, le regard se porte évidemment sur le personnage qui lève les bras. Tout simplement parce qu'il est à peu près au centre du tableau, pas tout à fait, mais presque. Parce qu'il est habillé de couleurs claires et lumineuses, c'est-à-dire tout le contraire du reste du tableau, hein, le contraste est évident. Et d'ailleurs, le personnage est tellement lumineux, avec une chemise non pas blanche, mais carrément immaculée, c'est-à-dire plus blanche que blanche, qu'on a l'impression d'ailleurs que la lumière ne vient pas de la lanterne qui est face à lui, mais on a bien l'impression que c'est lui qui illumine la scène. Véritablement. En plus, Goya l'a mis un peu à l'écart. Alors évidemment, il est au milieu de la foule des fusillés, mais il a un peu fait le vide autour de lui. Et du coup, un peu comme David qui avait isolé Napoléon au moment de son autocouronnement, hein, seul parmi la foule, et là on retrouve un peu la même technique. Donc finalement, le personnage, on voit quasiment que lui, alors qu'il est en théorie au milieu de la foule. En plus, ça vous aura pas échappé, alors que les autres ont les bras collés au corps ou sont en train de prier, eh bien, le personnage central, lui, il lève les bras, non pas pour fêter un but du Real Madrid, hein, mais véritablement, il est dans un geste de défi. On va y revenir. Mais toujours est-il que ce personnage, eh bien, n'oubliez pas qu'on a affaire à un peintre qui vit dans un pays très marqué par la religion catholique. Eh bien, ce personnage, il est évident qu'on a affaire au Christ. Ou à une représentation christique, une représentation du Christ. Et si vous prenez la peine de regarder le mini-exercice que je vous propose, hein, qui est d'une simplicité, j'en ai presque honte, eh bien vous allez comprendre pourquoi. Eh bien tout simplement parce que ce personnage, il a les bras écartés, lancés vers le ciel, hein, la verticalité de... Hein, on se rapproche du ciel et de Dieu, eh bien, les bras écartés, ça rappelle la crucifixion. Alors évidemment, les Français n'ont pas littéralement cloué au mur le personnage, c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais la croix elle est invisible, mais on la devine. Il est crucifié, il est fusillé, il est mort dans la souffrance comme le Christ. En plus, il a des écorchures dans la paume de ses mains, c'est-à-dire qu'on retrouve là une thématique classique chez les martyrs chrétiens, ce qu'en grec on appelle les stigmates en français,
comme si le personnage avait été littéralement cloué à une croix, et bien tout simplement comme le Christ. Et enfin, la blancheur immaculée de la chemise, c'est la même symbolique que la robe de mariée pour une femme, le jour de son mariage. Eh bien, le blanc, c'est l'innocence, la pureté. Ce qui laisse à entendre que les Français fusillent un innocent. Il est donc temps de passer à l'interprétation, au décodage du tableau, c'est-à-dire qu'est-ce que Goya a voulu nous faire comprendre. Alors, juste une petite remarque. Je comparais tout à l'heure Delacroix et Goya, deux peintres romantiques. Rappelez-vous, dans La liberté guidant le peuple, le spectateur, il n'a pas le beau rôle. Parce qu'il est face à la liberté, qui d'ailleurs ne lui accorde pas un regard, puisque le spectateur, vous et moi, on est dans le mauvais camp, on est de l'autre côté de la barricade, mais du mauvais côté, c'est-à-dire qu'on est dans le camp des ennemis de la liberté, dans le camp des soldats de Charles X. Là, avec Goya, c'est un peu différent. On est presque au cœur de l'action, mais on n'est pas réellement dans l'action. C'est-à-dire que Dieu merci, on ne fait pas partie des fusillés, mais heureusement, on ne fait pas non plus partie des fusilleurs. Alors, il y a des historiens de l'art qui se sont affrontés par thèses et livres interposés pour savoir quel était le point de vue adopté. En fait, il semblerait, on a une vision très proche et un peu au ras du sol. Certains affirment qu'on est un peu dans la situation du chien errant de Madrid, attiré par l'odeur du sang, et qui est donc un témoin direct, mais un témoin passif de l'événement. Et en fait, à travers ce tableau, eh bien, Goya veut montrer, mais il ne veut pas que montrer, il veut aussi dénoncer et célébrer. La question c'est montrer quoi, dénoncer quoi ou qui, et célébrer quoi ou qui. Eh bien, je vous laisse y réfléchir et faire l'exercice. A tout de suite. Eh bien, il veut montrer tout simplement la violence, l'extrême brutalité, la cruauté de la répression française. Alors certes, la veille, encore une fois, les Espagnols, les Madrilènes s'en sont donnés à cœur joie, ont massacré des Français, sans pitié, mais les Français, par leurs représailles, par leur vengeance, vont faire pire que les Madrilènes la veille. Il veut donc dénoncer l'inhumanité, la cruauté de l'occupant français, du soldat français. Alors, j'en reviens à cet aspect que j'avais évoqué pour le Dos de Mayo. Les fusillés, donc à gauche, on voit leur visage et on lit sur leur visage les émotions. La terreur, la souffrance, enfin, quand ils ne cachent pas leurs yeux entre leurs mains. Et dans le cas du fusillé à la chemise blanche, le défi. Vous pouvez tirer, bande de lâches, je suis peut-être à genoux, mais je vais mourir libre. Il est là le message. On y lit donc le défi, la peur, la terreur, bref, des émotions humaines, parce que les fusillés sont des humains. Par contre, les fusilleurs, on ne voit pas leur visage, ça c'est voulu. On voit une grappe humaine qui ressemble un peu à une chenille processionnaire, une sorte de monstrueuse araignée. On ne voit que des dos bosselés, comme je vous l'ai dit, hein, parce que les havresacs, les sacs à dos donnent un peu déforment un peu le corps des soldats français. Et en fait, ces soldats français, ils sont tous dans la même pose, comme des soldats de plomb, alignés les uns à côté des autres et qui sortiraient du même moule. En plus, la couleur brunâtre, grisâtre, verdâtre, ces couleurs sombres, passées, j'oserais presque dire ces couleurs moches, rappellent un peu effectivement le plomb.
on n'a pas affaire à des êtres humains, on a affaire à des machines à tuer, des robots, des automates, comme on dirait à l'époque. Autrement dit, la sympathie du peintre, mais la sympathie du public également, ne peut qu'aller aux Espagnols parce que ce sont les victimes, parce qu'ils sont humains, et parce qu'ils meurent pour la cause la plus noble qui soit, celle qui mérite qu'on se batte jusqu'à la mort, comme le disait déjà Delacroix dans sa liberté guidant le peuple, eh bien, mourir pour la liberté. Ce sont des combattants de la liberté. Et donc les Français sont tout le contraire. Ce sont les ennemis, c'est le camp du mal, le camp des fusilleurs, des ennemis de la liberté, et ce ne sont pas des humains. Et véritablement, c'est là qu'on mesure, encore une fois, ça sera ma conclusion, la déchirure qu'a dû être pour Goya, ce drame personnel qu'a dû être pour Goya, de se rendre compte que la France, en qui Goya avait placé tous ses espoirs, eh bien la France n'est pas le peuple de la liberté et de l'égalité, c'est le peuple qui interdit aux Espagnols d'être libres et qui les tue quand ils se révoltent. Alors, pour en finir avec El 13 de Mayo, je vous propose un petit prolongement, une petite correspondance artistique avec un autre peintre espagnol, enfin espagnol certes, mais il a fait l'essentiel de sa carrière en France. C'est le peintre espagnol le plus connu en France, hein, c'est Pablo Picasso, peintre du XXe siècle. Alors, on n'est pas donc à la même époque, on n'est pas non plus dans le même périmètre géographique, puisque la scène que vous voyez à l'image se déroule en Asie du Sud-Est, dans la péninsule coréenne. Donc a priori, il n'y a pas grand-chose à voir, si ce n'est que, vous l'aurez compris, on retrouve une scène de massacre. Et c'est pas un hasard. Alors d'abord parce que le thème s'y prête. Pablo Picasso veut dénoncer en peinture, donc il y a toujours cette démarche d'art engagé, d'artiste engagé. Il veut dénoncer en peinture un massacre, alors accidentel certes, mais un massacre quand même, de plusieurs centaines de civils coréens par l'armée américaine pendant ce qu'on a appelé la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Le tableau datant de 1951, c'est-à-dire presque un siècle et demi après celui de Goya. Mais on voit que Pablo Picasso s'est inspiré de Goya. Il s'en est d'ailleurs pas caché, je veux dire, c'est voulu. On voit bien qu'il y a à droite les fusilleurs, à gauche les fusillés. Alors, il y a à la fois des points communs et des différences. Par exemple, chez les fusillés, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a plus que des femmes et des enfants. Bon, certes, mais ça reste des fusillés. Chez les fusilleurs, alors évidemment, là, les uniformes ne sont plus les mêmes. On a d'ailleurs des uniformes qui rappellent plutôt des chevaliers du Moyen-Âge, mais des chevaliers du Moyen-Âge qui seraient armés d'armes futuristes, volontairement futuriste, c'est-à-dire que ces armes-là n'existent pas à l'époque, ça va de soi, mais Picasso l'a voulu, il a voulu créer un paradoxe temporel pour faire comprendre que l'homme crée des armes de plus en plus perfectionnées au fil des siècles, ça c'est l'aspect futuriste, avec ses fusils laser, là, triple canon, mais que la motivation de l'homme remonte à la barbarie, premier temps, au Moyen-Âge, c'est-à-dire cette volonté de tuer, c'est-à-dire que le progrès en fait ne sert qu'à tuer plus facilement, plus massivement les victimes, les innocents, les pauvres gens. C'est ça que veut dénoncer à travers son tableau Picasso. Il ne veut pas dénoncer que le crime américain du pont de No Gunnery, il veut aussi dénoncer cette constante
chez l'homme de ne se servir du progrès que pour mieux exterminer son prochain. Et les fusilleurs sont traités de manière cubiste. Bon, bah, c'est normal hein, pour un peintre qui a inventé le cubisme, avec des formes très géométriques qui déshumanisent les fusilleurs. Hein, on dirait là encore des robots, des machines à tuer. Ben oui, mais justement, c'est ce qu'ils sont. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de sentiments humains, ils n'expriment rien, ce sont des machines à tuer. Les expressions, les émotions, il faut aller les chercher du côté des victimes, du côté des fusillés, où on va lire la terreur, la souffrance, la peur. Voilà, on retrouve exactement le même procédé que dans le tableau d'El Tres de Mayo de Goya. À noter juste la jeune fille qui va mourir comme les autres, qui vous regarde, qui nous regarde, vous et moi, avec un air assez neutre, et qui nous interroge par son regard. Et nous, qu'est-ce qu'on fait face à ce drame? Fermons-nous les yeux? Nous réjouissons-nous? Sommes-nous choqués? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien écoutez, c'est sur cette interrogation que je vais finir la séance. J'espère que cette œuvre n'a plus de mystère pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance consacrée à la France et l'Europe entre 1792 et 1815. À bientôt!